Bonjour à tous à nouveau. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent à nouveau. Nous avons les orateurs déjà de cet après-midi. C'est toujours un peu plus difficile après le déjeuner de reprendre la séance. Mais voilà, on essaiera quand même de respecter un peu plus les temps qui est imparti parce que en fait, il y a beaucoup de contenu et donc on s'est allongé un peu trop ce matin. En tout cas, au cas où il y a quelqu'un qui n'était pas là ce matin, je vais faire quelques rappels techniques. En bas à droite de votre écran, vous avez le bouton interprétation, l'icône interprétation. Au cas où vous avez besoin d'interprétation simultanée en catalan, espagnol ou français. Je voudrais rappeler aussi que pendant toute cette journée, donc, et pour faire les choses plus interactives, nous avons l'application SparkUp que nous pouvons utiliser par le biais du téléphone portable. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez cliquer avec un like les questions qui vous semblent plus intéressantes. Vous voyez notre technicien de support, Jonathan, qui peut nous dire un peu comment nous connecter. Et vous pouvez donc mettre les codes qui apparaissent. En tout cas, le moindre problème technique, vous pouvez le mettre sur le chat de Zoom et on essaiera de résoudre dans la mesure de possible. Alors, pour tester le système, je vais poser une petite question et vous pourrez voir comment ça marche. Et puis là, Aura, ma collègue, va lire la question. Bonjour, merci Berta. Pilar, tu es là? Tout à fait. Du coup, la question c'est, cette fois-ci, citer un élément de patrimoine matériel ou de patrimoine immatériel de l'UNESCO qui soit inscrit à la liste de patrimoine, à une des listes de patrimoine de l'UNESCO. Aquí es tracta simplement amb l'SparkUp, aquí on posa nova paraula o nova palabra o com l'idioma que ho tingueu. Donc, il s'agirait avec SparkUp ajouter où c'est écrit un nouveau mot, les éléments de patrimoine matériel ou immatériel qui vous viennent à l'esprit s'il y en a. Donc, l'Alhambra, ici c'est la première réponse. Allez-y, encore d'autres réponses peut-être? Je pense qu'il... Savoir-faire? Je pense qu'il y a un petit problème sur le jeu parce qu'on peut pas mettre des espaces. Alors, il faut rassembler les mots ou mettre des tirets du 6 pour que ça puisse, l'application puisse le lire. Nous avons donc savoir-faire, l'Alhambra, la gastronomie en France, tout à fait, les feux de la Saint-Jean dans les Pyrénées. Tout à fait. Cette question, elle va introduire aussi le sujet de cette table ronde et, avec les différentes présentations et aussi le travail que nous avons fait avec le COPART pour les fiches du patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce qu'on voit? La cathédrale de Notre-Dame. Molt bé. Els castells humans, els castellers. Veiem també que apareix per aquí la Patum de Berga, effectivament. Nous voyons ici aussi la Patum de Berga, comme disait Pilar. Le système n'admet pas des espaces, donc on écrit avec des traits d'union. Notre-Dame de Paris aussi gagne de la force avec l'Alhambra. Comme vous pouvez voir, l'application pour la suite, mais on peut même aussi cliquer
avec les petits cœurs qui apparaissent sur la droite. Molt bé. Très bien. Jo crec que Notre-Dame Je crois que c'est Notre-Dame es va imposant. qui s'impose. En si mateixos, exactament. Molt bé. Très bien. Bé, fet aquest petit entrenament, Une fois cet entraînement horari, si us sembla, fait, si vous êtes d'accord, nous allons amb la taula commencer avec la troisième table ronde d'aujourd'hui et justement poser la question puisque les sujets qui nous occupent est les métiers d'art, un patrimoine à sauvegarder et transmettre. Pour en parler, nous avons différents orateurs. Nous allons commencer avec Xavier Rocas, directeur et conservateur du Terracotta Musée de la Bisbal d'Empordà, qui va nous présenter un peu le sujet en tant qu'orateur principal. Xavier, c'est à vous, quand vous voulez. Je ne vous vois pas. Vous avez déjà une demande pour activer la caméra. Però tens el micro apagat, Xavier? Le micro, Xavier, est en silence. Maintenant, ça marche? Bé, si us sembla, doncs comencem. Bona tarda. Bon, si vous êtes d'accord, nous allons commencer. Bonjour, je voudrais commencer par exprimer ma reconnaissance et vous remercier de m'avoir invité à cette présentation. Et avant de commencer, je souhaite vous dire que ma présentation aura deux parties. Dans la première partie, on parlera de comment on gère le patrimoine qui est lié au métier d'art. Je vais viser la céramique de la Bisbal, la faïence de la Bisbal, mais je pense qu'on peut extrapoler à d'autres choses. On va parler de musées, des musées en tant qu'éléments ou entités qui peuvent sauvegarder justement les métiers d'art. Et dans une deuxième partie, nous allons expliquer les actions qui, depuis notre musée, nous avons développées ou menées à bien dans le cadre du projet COPART. Je crois que je ne vais pas insister beaucoup dans le sens que la plupart des gens de la Bisbal ont grandi avec le feu des cheminées et le bois, la terre, enfin tous les éléments de la région et une population ancienne, une municipalité ancienne telle que la Bisbal. Dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui a travaillé dans les métiers d'art de la céramique. Voilà pourquoi la céramique, c'est bien plus que l'artisanat. Ça configure un paysage et le processus de production n'a pas seulement eu une influence tout à fait puissante dans la façon de faire et de penser de nos concitoyens, mais aussi a présidé quelques-uns des chapitres les plus importants de la ville. Donc, un métier, une manufacture qui, encore aujourd'hui, a une présence tout à fait importante dans la population, qui a un passé, un présent et sans doute un avenir brillant. Dans l'ouvrage sur les paysages humains de la Costa Brava, avait écrit que l'idée d'un Empordà exclusivement agricole n'avait pas de sens, étant donné que depuis longtemps, on avait construit dans cet espace une structure économique liée au secteur primaire qui était déjà diversifiée et puissante et qui a donné, qui a permis beaucoup de travail. Et à ce moment-là, on parlait déjà de la céramique qui était protagoniste d'une industrialisation complexe et différenciée, particulière et caractéristique, suffisamment que pour créer un patrimoine et un paysage culturel spécifique. Un paysage culturel céramique qui
qui se trouve donc autour de la Bisbal, formé par les terroirs, par le réservoir d'argile, les patrimoines forestiers de Las Gavarras, qui ont donné le combustible nécessaire pour les fours, la rivière que traverse la ville et le bassin nécessaire pour les processus productifs et aussi donc les patrimoines industriels meubles, plus de patrimoine matériel qui est lié. À la Bisbal et aux alentours, depuis la fin du XVIIIe siècle, on avait ce que les historiens appellent un arrondissement artisanal et industriel formé, dans notre cas, par les entreprises qui s'occupaient de l'extraction, un réseau d'ateliers et de manufactures de dimensions diverses, quelques-unes très spécialisées, et d'autres métiers subsidiaires, par exemple les mécaniciens ou les ébénistes ou les responsables de faire les palettes. Alors, tout cela a poussé à améliorer le réseau de routes, la modernisation des fours et à créer 2 chemins de fer, un chemin de fer de voie large et d'autres de voie plus étroite pour faire le lien avec la ligne de chemin de fer de Barcelone et de France. Petit à petit, cette infrastructure a permis donc créer le marché local, régional et surtout dans la deuxième partie du 19e siècle et le premier et troisième quart du 20e siècle est devenue une industrie qui s'est consacrée à l'exportation essentiellement. Et avec l'industrialisation, on a créé aussi une société civile très active qui a développé une culture précise avec une façon de faire, une classe bourgeoise, une classe ouvrière qui ont créé des institutions propres. Les premiers ont aidé à créer des banques, des chambres de commerce, etc. Et les deuxièmes, des associations, des entités culturelles, des casinos populaires, des coopératives. En parallèle, les institutions publiques, en particulier les locales, s'occupaient de construire des stations pour l'assainissement de l'eau, de marchés, enfin tout ce qui était propre à l'ère industrielle. Et qu'est-ce qui est resté de tous ces mondes, un patrimoine disperse, déconnecté? Et seulement nous savons ce que ça représente si on n'agit pas rapidement. Les souvenirs de toutes ces personnes qui ont transformé le territoire sera dilué de plus en plus au fur et à mesure que les traces matérielles disparaissent. Et parmi tous ces patrimoines, la terre cuite, terracotta, l'usine qui a été préservée de la destruction est devenue le musée de céramique de la ville, Xavi. qui explique tout à fait la situation Xavier, soy Pilar. de notre ville. Xavier, c'est Pilar, c'est moi. Perdona, no estamos viendo tu presentación. Excuse-moi, mais on ne voit pas ta présentation. Vous ne voyez pas ma présentation? No, si puedes Non, volver a poner el compartir on ne voit pas la pantalla. présentation. Si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre à nouveau, partager l'écran. Sí, diríjase a Zoom, donde ve las caras de Berta y Pilar. Vous pouvez aller à Zoom où vous voyez le visage de Berta et Pilar et cliquer le bouton vert qui dit partager écran. Ah, excusez-moi, c'est pas grave, c'est pas grave. On écoutait, tout le monde écoutait avec beaucoup d'intérêt. Enfin, en tout cas, j'étais en train de parler de la Bisbal et on voyait ici une image pour expliquer justement la question du patrimonial, l'amélioration des communications avec le chemin de fer, les ouvriers, l'industrialisation, et ici j'expliquais tout ce qui est resté de prestige patrimonial. Donc, j'étais sur ce point. D'accord? Alors, à partir d'ici, le musée est né. C'est un musée qui a maintenant une collection ethnographique, technologique, artistique exceptionnelle. Nous avons plus de 13 000 pièces, une bibliothèque, une hémérothèque
spécialisé en archives documentaires avec des images clés et c'est un centre qui s'occupe aussi de la promotion de la recherche. On fait partie du réseau des musées de comarque de Gérone, le système de sciences, des musées des sciences techniques de la Catalogne, ou par exemple aussi on fait partie du système territorial du Musée national de la science et de la technique de la Catalogne. Et donc, tout cela pour montrer l'importance du musée et l'importance du secteur céramiste qui a un passé brillant. La première référence documentaire d'un céramiste à la Bisbal est de 1512, mais il y a aussi un avenir vraiment splendide. C'est un secteur qui a visé la qualité, qui n'a pas été tué par rien grâce à la capacité de recherche, d'innovation, un système durable et qui, en plus, a une valeur ajoutée de grande qualité. Donc, un avenir dans lequel notre ville a, je pense, un rôle transcendant et aujourd'hui, sans doute, c'est la capitale catalane de la céramique par le nombre d'artisans et d'entreprises qui se consacrent à cette manufacture. Nous avons plein d'initiatives pour faire visible le secteur et en plus, on est le siège de différentes institutions qui soutiennent le secteur. L'école de céramique, l'association d'artisans céramistes et le musée lui-même, Terracotta Musée. Il y a des gens qui disent que les institutions ne changent pas ou que les institutions changent trop lentement, mais je crois que les musées sont probablement les exceptions qui confirment la norme puisqu'il y a eu des transformations profondes dans les musées les dernières années. Par exemple, le musée lui-même a été transformé d'une façon architecturale et le projet COPAR a joué un rôle et l'exécution de l'exposition permanente, par exemple, prétend créer un discours qui s'adapte les plus aux besoins et stratégies et rendre explicite aussi l'engagement social et de volonté de service public. Depuis cette perspective, le caractère du musée, justement, montre l'importance qu'on consacre à notre façon de comprendre l'institution. Dans notre cas, il y a 6 rôles développés d'une façon plus ou moins importante, mais en tout cas, il y a toujours la volonté claire d'être un équipement qui soit une référence pour l'innovation, qui soit ouvert, inclusif, participatif, donc au service du secteur, connecté, décentralisé et qui cherche le développement. En plus, il y a différents rôles, mais pour une question de temps, je vais parler d'une façon très télégraphique. Donc, évidemment, l'essence du musée est la promotion du territoire, en essayant de conserver et promouvoir les biens meubles et immeubles générés par la céramique dans notre cas. Un autre rôle est celui des études et la recherche, à savoir le musée comme un endroit de création, des passés et des présents. Aussi, c'est un rôle de promotion extérieure puisque le musée joue un rôle stratégique. Le musée est aussi un centre culturel avec une très large éventail de propositions d'activités du métier de céramiste et du patrimoine qui est lié. Un autre rôle du musée est l'organisation et la gestion du patrimoine meuble, c'est-à-dire la protection et la sauvegarde, bien entendu, de biens culturels. Un rôle aussi pédagogique, puisque la vocation est essentiellement de formation et
elle a été renforcée avec la création d'un cycle de formation moyen, donc formation professionnelle de la Généralitat et un rôle d'outil et plateforme très important pour les entreprises et institutions du secteur. Les musées est devenu un outil important pour les entreprises et pour la société. Nous voyons ici quelques images du musée pour que vous ayez un peu une idée. Nous voyons ici des activités qui ont été menées à bien, des activités que nous avons liées, tissées, concernant les objectifs par rapport au programme COPART. Donc, évidemment, la finition architecturale du musée et la concrétion aussi des différentes actions qui font partie du projet ont essayé de se rapprocher des objectifs que nous avons cités. Donc, le musée a développé des actions pour conserver, protéger, développer les patrimoines culturels de l'artisanat et des métiers d'art de la visuelle par le biais des approches conjointes de développement durable. Et dans ce sens, et à partir du développement du potentiel économique, culturel et artistique des entreprises, les actions menées à bien par les musées tout au long de cette période d'exécution ont eu pour but de nous fixer sur deux lignes. Donc, premier, prioritaire, consolider notre institution en tant qu'un grand centre culturel basé sur la préservation, conservation du patrimoine matériel et immatériel de la région de la Bisbal. Et deuxième, devenir vraiment une vitrine pour promouvoir les métiers d'art, en particulier dans la céramique, qui se fait chez nous. Pour cela, nous avons embauché des services externes pour avoir le mobilier nécessaire pour montrer tous les produits. Et puisque à la fin, nous allons montrer une vidéo où nous montrons tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails d'une explication détaillée puisque la vidéo, je crois que va bien expliquer les défis atteints grâce à Popar. Et nous croyons que COPART, nous avons donc ces musées qui a un énorme potentiel, qui est consacré à la sauvegarde du patrimoine et au métier d'art. Importance à la ville qui a toute l'âme mise sur l'envie d'avoir des paramètres éthiques de qualité de notre objectif ultime, à savoir devenir les meilleurs musées de céramique de la Catalogne. Et maintenant, Jonathan, si tu veux, tu peux passer la vidéo qui peut résumer mon intervention. Merci.
Bé, moltes gràcies. Merci beaucoup. Moltes gràcies, Xavier. Merci beaucoup, Xavier. Moltes gràcies, molt interessant. Merci, c'était vraiment très intéressant. Et je ne sais pas si tu vois, mais sur le mur, Tenim molt de contingut i molta gent. parce que nous avons beaucoup de contenu, je ne peux donc pas tout lire, mais j'aimerais lire une question concrète qui dit: est-ce que cela vous intéresserait d'avoir des collaborations internationales avec le musée ou surtout en termes d'accompagnement avec l'accompagnement des entreprises? Oui, évidemment, nous sommes très ouverts à la collaboration internationale et il y a une grande vocation internationale dans notre structure. Nous ne sommes pas limités simplement à la céramique catalane. Au contraire, nous pensons que ça pourrait être une façon de montrer tout ce qui se fait à l'échelle internationale. En fait, c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles nous avons participé à ce projet. Très bien. Et il y a aussi quelqu'un qui nous dit quelles sont les opportunités du COPART du point de vue de la vocation des nouvelles générations pour réveiller la vocation des plus jeunes. Bien, moi, je pense que toutes ces coopérations, en fait, contribuent à l'éveil des intérêts. Je pense que, et peut-être en me centrant un petit peu plus sur le musée, je pense qu'il y a une vocation pédagogique très importante. Nous avons voulu participer au COPART et je pense que cela a réaffirmé notre propos éducatif, non seulement dans la formation professionnelle que nous avons dans notre propre musée, mais aussi à l'école de céramique de la Bisbal. Tous ces contacts font en sorte que le rôle du musée soit vraiment très puissant. Et sans doute COPART nous a aidés, oui, dans toutes ces démarches, mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir évaluer jusqu'à quel point. En tout cas, je peux dire que tout cela est un peu dans la ligne de ce que nous proposons. Merci beaucoup, Xavier. Si tu connectes sur SparkUp, tu verras aussi toutes les félicitations que l'on t'envoie et que l'on envoie au projet du musée, au musée. Nous allons maintenant passer la parole à Urgei Fonoyet, qui va nous présenter un des produits les plus récents du projet COPART, l'exposition virtuelle qui présente une nouvelle image de l'artisanat artistique contemporain. Urgei Fonoyet est consultante spécialisée en innovation, en créativité, en artisanat artistique. Bon, en tout cas, c'est elle qui se présentera, c'est peut-être mieux. Et je lui passe donc la parole. Urgei, quand tu veux. Bonjour. No et veiem encara. On ne te voit pas, Urgei. Et sentim, Ara. Potser, Urgell, si Le el pots... micro, s'il vous plaît. Pourriez-vous demander à Madame Fonoyet de baisser son micro pour qu'on puisse l'entendre mieux, car le son n'est pas trop bon. Et nous voyons qu'elle a son micro juste derrière la tête. Merci de nous donner cet espace. Comme l'a expliqué Bertha, il s'agit d'une des actions prévues dans ce projet COPART. L'objectif était d'organiser une exposition physique à cause de la pandémie. L'exposition est devenue une exposition virtuelle. Et l'objectif de l'exposition était de donner une visibilité à l'artisanat et pour faire une sorte de recherche, une espèce de recherche par rapport à la visibilité de l'artisanat.
Parfois, on essaye d'établir une relation bidirectionnelle entre l'artisanat et l'art. Et nous avons donc essayé de voir quelles sont les valeurs de l'artisanat. Je vais donc vous présenter les résultats de cette exposition. J'aimerais aussi commenter que cette exposition virtuelle, c'est un travail d'équipe. Nous, le projet a été coordonné avec la CRMA. S'il vous plaît, pouvez-vous demander à Madame Fonoyette de baisser son micro, car le son est vraiment très mauvais et cela difficulte beaucoup la traduction. J'aimerais maintenant essayer de partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez? On n'entend pas bien. Non, c'est aussi un problème de micro de Madame Fonoyette, s'il vous plaît. Madame Fonoyette, si vous pouvez bien mettre votre micro, s'il vous plaît, près de la bouche. Alors, vous pouvez activer le son en bas à gauche et s'il vous plaît, il faut que vous parliez un petit peu plus fort. Pas un peu plus fort, mais directement au micro. Elle a son micro derrière la tête. Oui, et avec l'audio activé, on va voir maintenant si ça marche. Parfait. Oui, est-ce que vous avez l'audio maintenant? Est-ce que l'audio est ajusté ou pas? Il n'y a pas d'audio, mais je vais essayer de faire une présentation sur... Oui, on a une vidéo préparée pour toi, mais sans audio. Voilà l'exposition qui s'appelle « Déployer la main ». C'est un voyage à travers l'artisanat actuel. Et comme je vous disais, l'objectif de l'exposition était de donner une visibilité à l'artisanat. Et cette exposition a été envisagée comme un parcours autour de 3 axes thématiques. Le premier qui serait le milieu, le deuxième axe thématique, le temps, et le troisième, le corps. En ce qui concerne le milieu, nous voyons que l'artisanat a toujours été directement lié aux matières premières qu'il y a dans ce milieu et à tous les espaces domestiques. OJ, excuse-moi cette interruption, mais les interprètes nous disent... Berta, ese micro no está conectado. Ce micro n'est pas connecté. C'est au travers des oreillettes. Alors, j'essaye de me rapprocher un peu d'OJ. Malheureusement, son micro ne marche pas, apparemment. Bon, comme je disais, je ne sais pas si vous le voyez, il y a le milieu, c'est-à-dire construire son propre monde à partir des réflexions de Hannah Arendt, qui nous parle d'un homme et d'une femme qui construisent leur propre monde et qui se construisent eux-mêmes à partir des objets. Et ici, il y a une réflexion à partir de 3 vidéos. 3 vidéos. Ici, nous avons par exemple cette vannière qui est Monica, qui nous parle du quotidien, qui nous parle de cette réflexion, n'est-ce pas, de cette idée
de l'art qui parfois s'est éloigné de la quotidienneté. Et nous pensons que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'artisanat, la quotidienneté. Une autre vidéo que nous avons, c'est Lina qui fait du tissage et de l'éco-print. Elle collecte des plantes, des montagnes, et elle essaye comme cela de récupérer toute la tradition du paillage. Il y a une autre vidéo, c'est la vidéo d'Olivia Serra et le cycle de la laine. On verra après toute cette vidéo complète. Et c'est une personne qui donc collecte la laine de la production locale et après en fait des objets. C'est donc cette idée de milieu, de quotidienneté, pour mettre tout ça en valeur. Il y a un deuxième axe thématique qui est le temps. On utilise des citations qui réfléchissent au contenu de chacun des axes thématiques. Et ici, on fait donc le parcours du temps. Il y a ici des exemples de Stéphanie Geoffrey et de l'héritage Martre-Tolosane qui reprend toute la tradition de la faïence de Martre-Tolosane et qui donne donc une nouvelle utilisation aux objets. Il y a aussi une vidéo sur Zoé Montagu qui nous parle de l'artisanat et de comment la production d'objets artisanaux, en fait, c'est la reproduction de gestes particuliers. Et Zoé nous dit que c'est un peu comme une méditation, comme entrer dans une méditation et dans une répétition des gestes. Et la dernière vidéo que nous avons, maintenant que Chabi vient de nous expliquer la biennale, il y a une vidéo de réflexion sur la numérisation dans le monde de l'artisanat, parce que ce qui caractérise l'artisanat, c'est ces gestes. Et nous nous posons la question, que se passe-t-il avec le monde de l'artisanat? Que se passe-t-il donc parce que lorsqu'il y a cette répétition de gestes, que se passe-t-il si cette répétition de gestes donne lieu à un nouveau travail artisanal? Nous faisons donc ce parcours du passé, présent et ouvrir donc de nouvelles questions, de nouveaux points d'interrogation futurs. Ici, nous avons une citation par rapport à ce troisième axe thématique qui est le corps, une citation de John Ruskin qui nous dit que l'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Ici, nous disons que parfois, il y a ce doute. S'agit-il d'un designer? S'agit-il d'un métier? S'agit-il d'un créateur? En fait, l'artisanat, c'est tout cela. Et certains préféreront peut-être développer une dimension ou l'autre. Mais en somme, le travail artisanal tient compte de toutes ces facettes. Et ici, il y a Xavier Magnosa, qui est le côté du corps, c'est ce côté un petit peu plus artistique, aller au-delà de ce qui est répétitif pour essayer de trouver de nouvelles formules. Il y a Xavier Mas, qui est charpentier ou menuisier et qui nous parle du côté de planification des pièces, des œuvres, ce côté du design qui nous permettrait peut-être de le placer davantage à côté de la tête, c'est-à-dire c'est ce côté un petit peu plus cérébral, penser à la pièce, à l'œuvre. Et finalement, Sylvie Chandel qui travaille avec la technique des colombins à partir de la répétition de cette technique ancestrale. Elle est capable
de créer des objets totalement contemporains. Et donc, à partir de ces 3 éléments, nous pouvons réfléchir à ce qui est le travail artisanal. Donc, sur ce site, vous pourrez voir toutes les vidéos en catalan, en français, et très bientôt, ces vidéos seront traduites en espagnol et en anglais aussi. Nous pensons donc, en fait, nous avons eu un débat samedi dans le cadre du COPART avec le réalisateur de nos vidéos, Miquel Matas, et nous avons réfléchi au sujet de toutes ces vidéos parce que, puisque nous parlons du milieu, du temps, du corps, toutes ces relations sont dans un contexte très actuel et tout s'est accéléré à cause de la COVID. Et tout cela, donc, nous fait nous questionner et fait que nous remettions en question un petit peu toute la question de la relation de l'homme, la femme. Et nous pensons que l'artisanat, en fait, peut récupérer donc toutes ces positions. J'aimerais maintenant vous montrer un peu une de ces vidéos dont je vous parlais. Merci. Merci beaucoup. On va faire le tour, voir si on n'a pas une vite à l'agneau. On va travailler avec une matière qui correspond au rythme des saisons et de la nature, puisque c'est une matière qu'on va récolter une fois par an pendant la tonte. Donc la différence, c'est qu'on ne peut pas, quand on a besoin d'un fil, appeler le fournisseur du jour au lendemain pour lui dire on a besoin de 200 kg de tel fil. En fait. On va vraiment devoir respecter cette saisonnalité forte pour pouvoir récolter notre matière première au printemps, la faire transformer les mois qui suivent et pouvoir commencer à faire des produits plusieurs mois après. Mais on va dire que une des différences, c'est vraiment le fait qu'elle soit vivante et qu'elle est plus difficile à industrialiser et qu'elle s'inscrit sur une temporalité beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus connectée à la nature, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est un savoir-faire qui est très domestique. Et on a choisi de garder cette connexion avec le travail de la main et ce rythme, encore une fois, qu'on va retrouver, ce rythme de la création, pour pouvoir faire perdurer ce savoir-faire, mais aussi s'adapter aux spécificités des matières naturelles, donc des laines qu'on va travailler. On valorise une ressource locale qui pousse ici. La laine, elle pousse ici, donc on peut pas la chercher ailleurs. La démarche, c'est vraiment de partir de l'existant. Donc c'est juste que ça nous paraît cohérent et que c'est la diversité des projets sur tous les territoires différents qui va permettre d'avoir un maillage qui a un vrai impact. Donc c'est hyper important pour la suivi des territoires. Donc moi, en tant que tisserande, je dirais qu'au-delà du fait que ce soit naturel, c'est de travailler une matière dont je connais la provenance. Moi, ce qui m'importe, c'est ça, surtout de savoir d'où elle vient. Et c'est un peu dans un projet global qui va de A à Z, en fait, de la fibre à l'objet. Voilà, ce qui m'importe, c'est de travailler une matière qui m'entoure, qui est proche de moi, en fait, voilà, sur le territoire, à proximité, en fait. Après, cette laine-là naturelle, moi, j'aime particulièrement la travailler parce qu'elle a un aspect brut et vivant que j'aime bien. Je fais des belles matières. Et voilà, c'est un aspect que je ne retrouve pas avec des matières synthétiques qui sont beaucoup plus uniformes. Et bon, après ici, donc nous, on reprend vraiment les techniques traditionnelles et les outils traditionnels avec des accessoires et outils qui l'accompagnent. Et c'est vraiment des gestes ancestraux, c'est les mêmes gestes et quasiment les mêmes outils, quoi.
Molt bé. Moltes gràcies, Urgell. Parfait, merci beaucoup, Urgell. Una de les reflexions que recullen en el mur, crec que pot Resumir una mica... Je pense que tout cela résume parfaitement ce que nous pensons. Il y a quelqu'un qui a écrit sur le mur que le geste et le savoir artisanaux sont absolument atemporaires et c'est de la pure poésie. Je pense, oui, que c'est un bon commentaire, une bonne remarque à faire. Et quelqu'un pose aussi la question, où est-ce que l'exposition peut être vue au complet? Pouvez-vous mettre le lien sur le chat? Oui, nous allons mettre le lien. Parfait. Merci beaucoup, Urgell. Nous allons donc maintenant passer à l'intervention suivante. Dans ce cas, l'intervention de Céline Despont, qui est responsable des travaux artistiques de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région de l'Occitanie et qui va nous parler du travail avec les fiches du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Madame Despont, vous avez la parole. Merci Bertha. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter, je vais essayer de vous partager mon écran. Vous me dites, est-ce que vous voyez correctement? Oui. Oui? Comment ça s'affiche? Ah. Petit. Petit, pardon. J'ai le même souci que Christophe tout à l'heure. C'est dupliquer le diaporama. Je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Ah, merci Jonathan. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, je suis Céline Despont. Donc, avec Pilar Aura, que vous voyez régulièrement aux côtés de Bertha intervenir aujourd'hui, nous sommes donc dans l'équipe projet de la CMAR Occitanie, la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie, et plus spécifiquement en charge de ce projet et des métiers d'art d'une façon générale à l'échelle de la région Occitanie. Donc, dans le cadre de ce projet européen qui nous a rassemblés pendant les 3 années et sur lequel nous témoignons de toutes les actions que nous avons pu réaliser pendant ces 3 années avec tous nos partenaires, nous avons spécifiquement du côté Occitanie réalisé un travail assez spécifique lié au patrimoine culturel immatériel des savoir-faire de l'artisanat d'art. Nous avions effectivement identifié du côté français, du côté Occitanie, des savoir-faire rares qui étaient une partie importante du patrimoine culturel de la région et au-delà de ça, du patrimoine culturel français. Et nous souhaitions plus spécifiquement nous intéresser à ces savoir-faire de façon à la fois à rendre compte, à fixer l'état de la connaissance finalement sur ces savoir-faire très spécifiques de la région, en rendre compte au titre du patrimoine culturel immatériel français pour pouvoir ensuite les promouvoir d'une part et pourquoi pas dégager des actions très concrètes de promotion et surtout de transmission de ces savoir-faire pour qu'ils ne disparaissent pas. Alors, je vais rentrer un petit peu plus en détail sur la question du patrimoine culturel. Alors, sans vous lire de stricto sensu toute la définition de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel au sens de l'UNESCO, il faut comprendre que toutes ces démarches que nous avons effectuées pendant les 3 années du projet s'inscrivent donc dans le cadre de la Convention UNESCO qui date de 2003. Le patrimoine culturel immatériel, vous l'avez compris, est totalement lié au patrimoine culturel au sens global du terme et le patrimoine immatériel est allié aussi avec le patrimoine matériel dont parlait tout à l'heure Xavier, sur ces exemples avec le musée. Donc, lorsque nous parlons de patrimoine culturel immatériel, l'entité, l'objet de la connaissance et de l'inscription à ce patrimoine culturel immatériel, ce peut être soit des pratiques, des expressions artistiques et ou culturelles, des connaissances liées à des cultures locales dans le monde, ou des savoir-faire liés à l'artisanat et l'artisanat d'art traditionnel. Donc, c'est précisément cette question et cette possibilité qui nous a intéressés pour finalement mener un travail lié au savoir-faire rare que nous avions identifié sur la région Occitanie. Alors, ce qui fait la particularité du patrimoine culturel immatériel et j'allais dire son contenu, sa densité en termes de candidature, c'est que ce patrimoine culturel immatériel n'est pas un patrimoine
j'allais dire, éteint, mais il s'agit bien d'un patrimoine vivant parce qu'il est transmis encore aujourd'hui et pour les générations futures par un certain nombre de groupes, ce qu'on appelle une communauté de pratiquants qui exercent ce savoir-faire encore aujourd'hui pour lui donner une vitalité, pour parfois lui donner une nouvelle vie et assurer sa continuité. Alors, il est vrai que lorsque nous avons fait le mur de mots tout à l'heure, le brainstorming, nous avons interrogé sur les questions patrimoniales, certains ont cité effectivement des savoir-faire qui sont du côté français inscrits au patrimoine immatériel, au patrimoine culturel immatériel français. Donc là, je vous donne que quelques exemples, mais il y en a bien d'autres en France qui concernent plus spécifiquement les savoir-faire de l'artisanat d'art français. Donc vous avez par exemple le savoir-faire très spécifique de la porcelaine de Limoges qui a été inscrit au patrimoine culturel immatériel en 2008. Et plus récemment, en 2018, on a une inscription pour l'artisanat de la perle de verre en France qui a intégré la liste du patrimoine culturel immatériel côté français. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais puisque je viens un petit peu d'en parler, l'objet de la désignation de ce qui va être finalement protégé et qui va faire l'objet de tout ce travail de connaissance, c'est bien sûr le savoir-faire, les expressions, les pratiques artistiques et culturelles du côté français ou dans d'autres pays, dans d'autres cultures dans le monde. Ça, c'est une chose. De façon à argumenter autour de ce savoir-faire, il faut ce savoir-faire du patrimoine culturel immatériel. Ces savoir-faire-là ne peuvent pas être dissociés de l'étude des objets, des documents, des archives et du patrimoine mobilier qui est forcément associé à ce patrimoine culturel immatériel. Donc, je vais vous donner un exemple très précis par rapport aux 3 savoir-faire que nous avons étudiés sur l'Occitanie. Vous allez comprendre comment le lien entre patrimoine mobilier et patrimoine culturel immatériel, comment ce lien se fait. L'intérêt et l'enjeu, je dirais, de la sauvegarde, en fait, c'est d'assurer la viabilité de ce patrimoine culturel immatériel. Alors, il y a toute une première partie de travail qui est effectivement consacrée à l'identification d'un savoir-faire rare et ensuite de mener des travaux de recherche, de documentation très poussés pour argumenter, pour dresser un petit peu l'histoire et la valeur ajoutée de ce savoir-faire-là. Et ensuite, dans une deuxième, je dirais, grande partie de tout ce travail-là, c'est de dégager effectivement des pistes de travail pour la mise en valeur, la préservation, la protection et surtout la transmission de ces savoir-faire, rares. Et donc, dans ce cadre-là, pour être très précise sur le travail que nous avons mené dans le cadre du projet COPART, ça a été dans un premier temps d'identifier et d'étudier un certain nombre de savoir-faire qui étaient tout à fait identitaires de la région Occitanie. Alors, je vais vous donner 3 exemples très concrets sur lesquels nous avons travaillé depuis 3 ans. Pour chacun des savoir-faire, nous n'avons pas travaillé seuls, c'est-à-dire Pilar et moi et l'équipe projet du projet européen COPART, mais nous avons dû nous adjoindre les compétences de rédacteurs, donc de plusieurs rédacteurs, vous l'avez compris, qui sont spécialisés à chaque fois de ces sujets très précis d'études. Alors, ce travail ne peut pas être mené non plus sans une implication forte, pleine et entière de la communauté des pratiquants, c'est-à-dire qu'il fallait, lorsque nous avions fait le choix, par exemple, de travailler sur la teinture au pastel, il fallait d'emblée commencer le travail également par une implication de la communauté, c'est-à-dire des artisans et artisans d'art qui pratiquaient ce savoir-faire-là, de façon à pouvoir récolter leurs témoignages sur leurs pratiques scientifiques, techniques, qu'ils exercent aujourd'hui et par exemple les mesures qu'ils mettent en place ou les actions qu'ils mettent en place pour transférer ces savoir-faire. Alors dans la démarche que je vous ai expliquée et que je vous présente ici, effectivement il faut donc décrire ce savoir-faire, en rendre compte de façon très complète dans une fiche assez dense, une fiche d'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Et la phase, je dirais terminale, c'est effectivement de déposer cette candidature auprès du ministère de la Culture français qui va l'instruire pour voir si le travail mené peut donner lieu à une inscription au titre du patrimoine culturel immatériel. Donc les 3 thèmes que nous avons étudiés, les 3 savoir-faire que nous avons étudiés depuis 3 ans sont ceux-là, donc la teinture au pastel en tant que plante tinctoriale, donc je vais vous donner quelques détails
sur les slides qui vont suivre, le savoir-faire spécifique du bijou en grenat de Perpignan et la faïence d'art de Martres-Tolosane que nous avons vu brièvement avec Flavie, et je l'en remercie ce matin. Alors, sur le premier savoir-faire, c'est celui finalement, avant la crise Covid qui nous a tous touchés, c'est celui sur lequel nous nous sommes intéressés en premier. Donc, logiquement, c'est celui qui est le plus avancé dans la mesure où nous avons pu, dès mars 2020, même février 2020, à la fois commencer le travail scientifique de recherche avec notre collaborateur et notre rédactrice, Chantal Armagnac, mais également nous avons pu rapidement rassembler et identifier la communauté et les rassembler autour des enjeux que nous souhaitions partager avec eux autour de ce travail-là. Alors, le savoir-faire spécifique de la teinture au pastel, il est assez concentré sur la partie sud, sur un triangle de la région Occitanie, sur 4 départements. Alors, c'est un savoir-faire qui a fait, la vitalité de la région Occitanie, entre Toulouse, Albi et Carcassonne, jusqu'à peu près la Renaissance, et qui s'est éteint au fil du temps parce que concurrencé par d'autres plantes tinctoriales qui étaient peut-être plus stables. Mais en tout cas, ce qui est important ici de prouver et de montrer, c'est que ce savoir-faire-là n'est pas éteint, puisqu'il a connu et il connaît encore aujourd'hui une vitalité, un renouveau depuis les années 1970. Donc aujourd'hui, une trentaine d'entreprises à peu près se consacrent à ce savoir-faire, dont une dizaine seulement se consacrent exclusivement à la teinture au pastel, quand d'autres vont utiliser d'autres plantes tinctoriales naturelles. Alors, je vais passer un petit peu plus rapidement sur les 2 autres savoir-faire, de façon à pouvoir laisser la place aux questions s'il y en a. Le deuxième savoir-faire est peut-être celui qui est le moins avancé parce que la crise du Covid, la pandémie nous a touchés et nous avons juste eu le temps finalement de tisser des liens avec quelques bijoutiers grenatiers sur Perpignan et notre rédacteur qui est un fin connaisseur de ces questions-là. C'est un savoir-faire, encore une fois, qui perdure depuis le XVIIIe siècle et qui ne s'est pas éteint et qui est transmis de génération en génération. Sa maîtrise, comme les 3 savoir-faire auxquels nous nous sommes intéressés, elle repose sur un savoir-faire et un apprentissage extrêmement long. Les points communs, je dirais, de ces 3 savoir-faire que nous avons étudiés, c'est effectivement qu'il n'y a pas véritablement de formation initiale spécifiquement dédiée à l'exercice professionnel, je dirais, de ces activités-là. Ils ne peuvent être transmis que de génération en génération et que d'atelier en atelier. Donc, c'est tout l'enjeu, finalement, vous l'avez compris, de cette sauvegarde au titre du patrimoine culturel immatériel. C'est aussi de pouvoir trouver peut-être des solutions pour en assurer la pérennité pour les générations futures. Le dernier savoir-faire que Flavie nous a présenté ce matin est celui du savoir-faire spécifique de la faïence d'art de Martres-Tolosane, qui lui aussi est une technique très spécifique et très localisée, qui est employée et qui est restée sans discontinuer en activité depuis 3 siècles, depuis le XVIIIe siècle. Encore une fois, un savoir-faire qui requiert à la fois une maîtrise technique et des savoir-faire à la fois technique très spécifique et un apport artistique évident. Urgel, avec son exposé sur l'exposition virtuelle sur laquelle nous avons tous travaillé, nous montre, et je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos, nous montre précisément le travail de Stéphanie Joffre, qui a su, comme d'autres, renouveler ce savoir-faire et pour lui donner peut-être une nouvelle vocation ou un nouvel usage dans les objets qu'elle produit. Aujourd'hui, vous avez sur Martres-Tolosane 6 ateliers faïenciers qui exercent encore ce savoir-faire spécifique. Pardon. Donc, je terminerai juste sur ce dernier enjeu pour vous rappeler que ce travail, c'est un travail de fond qui est extrêmement long, qui nous permet effectivement d'agir pour la sauvegarde de notre héritage commun, pour en assurer la préservation, ça je l'ai dit, mais l'enjeu principal, c'est bien sûr d'agir très clairement pour la transmission auprès des générations futures, pour que ces savoir-faire puissent ne pas disparaître. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais quitter mon diaporama. Molt bé, moltes gràcies, Céline. Très bien, merci beaucoup Céline.
En tout cas, si vous êtes d'accord, nous allons passer les 2 interventions suivantes et on garde les questions qu'il puisse y avoir pour la fin. D'accord, Céline, vous pouvez voir que dans les chats, il y a déjà eu une certaine interaction de commentaires, précisions, etc. Mais en tout cas, on revient à votre présentation après. Maintenant, nous avons Joan Ramon Veciana, qui est le maire de Sant Hilari Sacalm et qui va présenter son activité au sein du projet Copart. Et il va nous en parler tout de suite. Joan Ramon, à toi. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de faire partie de travailler dans ces séminaires. Je vais partager mon écran. Un moment, que no sé per què no em deixa compartir el meu document. A veure. Vale, qualsevol cosa que necessiti, estem Berta i jo aquí. Sí. Nous sommes là. Si vous avez besoin de quelque chose, vous aviez dit d'ouvrir, mais enfin. Vale, si no, comparteix la pantalla sencera. Vale. Donc, sinon, vous pouvez partager l'écran. Sí, em sembla. Sí? Perfecte. Sí, veieu? Sí? Perfecte, Sí, funciona perfecte. perfectament. Vous voyez ça maintenant? Perfecte. Doncs començo explicant el projecte de Sant Hilari Sacalm. Donc, je commence à expliquer le projet de Sant Hilari Sacalm. A Sant Hilari el que estem fent o intentant fer és Et à Sant Hilari, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de ne pas laisser mourir un métier qui était très important, surtout au long du XXe siècle. Probablement, à certains moments, nous n'avons pas vu comment l'importance de préserver ce métier, peut-être. On a fait plus attention à des aspects identitaires. Expliqué par les collègues de Copart, malgré les difficultés, je pense qu'il y a eu plus d'actions menées à bien pour le préserver à Catalogne. Heureusement, les dernières années, on a quand même travaillé pour préserver ces patrimoines. Mais comme je disais, je vais parler de Sant Hilari et de la animation du centre artisan de la Torneria, les centres de tournage pour la production des pièces. Je crois que c'est important pour la dynamisation touristique et culturelle et économique de notre commune. Cette commune se trouve à 800 mètres d'altitude dans la montagne et avant l'arrivée des routes modernes et de l'axe transversal, on était très isolés et c'était un village où il y a eu toujours une économie de subsistance. Une économie qui, avant les derniers quarts du 19e siècle, s'est basée sur le travail au bois, en particulier dans 2 métiers. Nous voyons l'image de la droite et nous appelons les rudes, c'est-à-dire les personnes responsables de travailler le bois de châtaignier et qui était utilisé aussi pour protéger les aliments. Et ceci avec les charbonnières, à savoir des structures où on brûlait du bois, des chênes en particulier pour produire du charbon, mais ces bois brûlaient pendant plusieurs jours. Et donc, là, les gens vivaient là pendant quelques jours. Donc, on vient d'une tradition de travail du bois, mais ce n'était qu'à la fin du 19e siècle qu'il y a eu une première révolution économique à Sant Hilari lorsqu'on a reconnu donc, les propriétés des eaux de Sant Hilari avec la création de balnéaires et donc un centre important d'été
jusqu'à la moitié du XXe siècle. Mais jusqu'aux années 30, il y avait une bonne partie de la bourgeoisie catalane qui allait passer l'été à Saint-Hilaire. Donc, ces changements, cette apparition dans la technologie, des changements socio-économiques, l'arrivée des gens de l'extérieur, donc ça fait qu'à partir des années 40, les tournages en bois commencent. Donc, il y a des personnes qui ont commencé à faire des boutons pour les vestes, les vestons en bois. Et ça, c'est devenu très populaire. Il y avait une grande exportation. Et à partir d'ici, les tournages commencent. Nous voyons sur la gauche comment les tours étaient avant, comment on les faisait tourner. Et à Saint-Hilaire, pendant les années 70, il y avait au moins donc 60 centres de tournage où on donnait du travail à plus de 1000 personnes d'une population de 3500. Donc, c'était une industrie très importante. Nous voyons sur la droite comment décorer les pièces en bois. Donc, l'expansion commence ici, une expansion qui continue avec les pièces qui sont exposées dans les centres d'artisanat. Et là, elles ne sont pas travaillées avec les tours, mais en bois quand même. Et pour éviter les problèmes quand on travaille avec les bois, donc on brûlait les pièces avec un chalumeau et c'est comme ça que les bois est plus noir. On lui disait de l'or noir puisque ces pièces ont donné beaucoup de richesse à la commune. Alors, à partir des années 80 et surtout à la fin du siècle, du XXe siècle, il y a eu une grande régression suite à des changements d'habitude, de façon de faire, changements esthétiques, de décoration, des intérieurs de maisons, parce qu'il y a des nouveaux matériaux qui sont apparus, enfin, pour plein de raisons. Donc, il y a eu une décadence de tournage artistique et le travail en bois, la menuiserie. Et c'est comme ça qu'on n'a pas su comprendre à ce moment-là qu'il fallait une récupération. Il y a eu peu d'entreprises qui ont fait une véritable reconversion ou un recyclage professionnel. Et à Saint-Hilaire maintenant, il y a un artisan qui est actif et qui fait de l'artisanat en bois, 3 entreprises qui travaillent. Et ce qui est encore plus important maintenant pour notre centre artisanal est qu'il y a 4 artisans qui veulent montrer leur métier et qui ont partagé même après. Donc, leurs retraites sont consacrées au tournage et qui s'occupent de démonstrations dans les centres artisanaux. Pendant la première partie du XXIe siècle, on a tenté de mener à bien plusieurs initiatives afin de préserver les initiatives de bois et les entreprises en bois. Donc, il y avait une foire du bois qui se faisait pour que les gens connaissent les différents produits. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et vers 2009 ou 2010, on a réussi à faire en sorte qu'un concepteur vienne conseiller différentes entreprises, les entreprises qui restaient encore et qui travaillaient le bois pour faire des lignes de bois d'extérieur en bois, mais ça n'a pas marché non plus vraiment. Et donc, à la fin, tout est disparu. Et en 2013, la mairie responsable à ce moment-là a ouvert les centres artisans de tournage qui s'occupait de préserver la mémoire de tournage et faire des démonstrations. Et c'est que nous avons vu et que ces démonstrations sont très bien perçues et reçues par le public. Et par exemple, s'il y a une foire à Saint-Hilaire, on sort un des tours et c'est le poste de la foire qui a plus de succès puisqu'il y a beaucoup d'enfants et pas si enfants que ça, mais c'est assez hypnotique de voir comment on travaille le bois et comment à partir d'un tronc, on arrive à faire, par exemple, donc une pièce qui est tournée. Par exemple, comment on construit une toupie à partir d'un petit tronc en bois. Et donc, à partir de là, Copart est rentré en jeu. Et pour éviter la disparition du métier et pour arriver à faire en sorte que de façon plus ou moins professionnelle et amateur, il y ait davantage de personnes qui s'occupent à faire des pièces
d'artisanat en bois. Alors, quelles sont les manifestations qui ont été faites au sein du projet COPART? D'abord, changer la porte d'entrée du CAT. Il y avait une porte très ancienne qui donnait beaucoup de problèmes parce qu'elle était très difficile à ouvrir. Donc, on a construit cette porte d'entrée. Nous voyons les centres artisans qui, avant l'élargissement, donc avaient 200 mètres carrés et maintenant 60 mètres carrés. Et le centre artisan de tournage maintenant accueille des machines et à la fin, nous voyons les tours où nous faisons les démonstrations. Et nous voyons la salle nouvelle qui a été créée, qui nous offre de possibilités, différentes possibilités et que nous devons analyser, que je vais expliquer maintenant. Nous avons fait aussi une étude qui est très intéressante et qui nous permet d'analyser les possibilités pour voir à quel secteur nous devions nous adresser pour faire appel à des personnes intéressées à utiliser les centres artisanaux de tournage. Et donc, on l'a fait à la fin du 2019, début 2020, mais après, avec le Covid, tout a été arrêté et maintenant, nous sommes justement dans les processus de reprise de ces rencontres parce que les premières actions que nous devons faire maintenant, et nous savions que COPART était quand même un projet de longue haleine puisqu'il s'agit de s'aimer, de semences pour l'avenir et on avait donc cette idée de distribution d'espace avec 3 buts. Il fallait des démonstrations pour les citoyens. On le voit sur le deuxième point, puisque c'était très important comme maintenant, mais on voulait aussi qu'il y ait un atelier partagé pour la production de pièces d'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent utiliser ces appareils. On prend contact avec des écoles d'adultes, avec tout le monde, un peu pour faire connaître ce qui se trouve ici et que tout le monde le puisse utiliser. Et ensuite, il y a un espace de formation, un espace pour faire des séminaires ou pour mener à bien des activités éducationnelles ou de diffusion de la connaissance. Faire partie aussi du centre, c'est-à-dire il faut concevoir le projet, un projet qui peut faire en sorte que ces projets soient à l'avenir plein d'artistes, que les gens puissent leur rendre visite et dynamiser et animer les centres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aussi, mais évidemment, cela dépend un peu de l'animation et l'équipement de l'espace, des machines et le mobilier qui devrait être décidé avec les usagères de l'avenir. Il faudra donc parler avec eux et avec elles et il faudra arriver à un consensus à cet égard. Avec ces objectifs, donc, au centre artisan, nous travaillons sur ces projets, un projet qui nous motive, qui a une transcendance importante pour que le métier ne soit pas oublié, perdu. Nous savons que ça ne sera pas facile, mais le COPART nous a permis d'entamer un projet qui autrement aurait été très difficile. Et voilà donc l'explication de Sant'Hilari. Moltes gràcies, Joan Ramon. Hi ha alguna qüestió en el mur, però deixem parlar l'Anna Palau de Xisqueta perquè... Merci beaucoup, Joan Ramon. Et je pense que ces questions que j'ai vues sur le mur ont beaucoup à voir aussi avec ce que Anna Xisqueta va nous raconter. Et elle va nous parler aussi de la génération de nouvelles vocations. Donc, je pense qu'on peut d'abord accepter les questions et après, on répondra donc à ces questions après l'intervention de Anna Palau. Anna Palau est la présidente de l'association Xisqueta, qui est une organisation à but non lucratif de la zone du Pallars, dans les Pyrénées. C'est une association qui est née en 2009 et qui souhaitait que l'on paye un prix juste pour les moutons de la race Xisqueta. En tout cas, c'est elle-même qui va tout vous expliquer. Parce qu'elle va aborder un point qu'on a beaucoup aussi traité dans le contexte du COPART, surtout la collaboration avec les jeunes. Anna, tu as la parole.
Doncs hola i bona tarda a tothom. Una mica us explicaré una de les accions que hem realitzat la nostra associació. Bonjour à tous, j'aimerais vous raconter ce que nous avons fait dans notre association, l'association Obrado Chisqueta. Je vais vous expliquer un peu quel a été notre objectif. L'association est née il y a quelques années, en 2019, dans la zone du Pallars Sobirà, afin de récupérer le métier artisanal pour obtenir la laine. Nous avons dans notre région une race pure, c'est la race Chisqueta, et lorsque nous avons créé l'association, cette race n'avait pas de valeur. Nous avons donc voulu mettre en valeur ce produit et surtout créer un groupe d'artisans qui travailleraient sur cette laine et qui ferait un produit donc qui serait valorisé dans notre association. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il fallait insister sur les connaissances ancestrales, mais qu'il fallait aussi surtout qu'il y ait une modernité. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup compté sur Madame Mercier, qui est notre conceptrice et qui a accompagné ce groupe d'artisans pour que les produits soient de bons produits. Pendant ces 6 ans de projet, nous avons acheté plus de 70 000 kilos de laine à plusieurs producteurs de bétail du territoire et des éleveurs du territoire. Et en ce moment, nous achetons la laine à 10 éleveurs de moutons du Pallars. L'objectif prétendait mettre en valeur l'artisanat de la laine. Lorsque nous commençons notre projet, nous travaillons surtout avec les artisans du territoire qui existaient déjà. Certains travaillaient dans le secteur textile et nous leur offrons donc la possibilité maintenant de commencer à travailler avec notre laine. D'autres, c'était des faïenciers ou des personnes qui travaillaient le cuivre et la peau. Et il y en avait même qui ont commencé à travailler dans l'artisanat grâce à notre projet. Nous avons eu 12 artisans qui ont décidé de travailler avec nous et petit à petit, le nombre d'artisans a diminué. Les raisons sont différentes. Certains artisans ont pris la retraite, d'autres sont partis du Pallars, donc maintenant ils ne sont plus en contact avec le projet. D'autres ne sont plus des artisans. Ils ont décidé peut-être de miser sur d'autres métiers pour gagner leur vie. Tout cela nous mène à penser qu'il serait intéressant d'organiser une action de sensibilisation pour les nouvelles générations, parce que nous souhaitons que ces jeunes pensent vraiment que le travail avec la laine peut être une sortie professionnelle pour eux. Et c'est quelque chose que nous avons fait donc directement grâce à notre projet. Cette action de sensibilisation, nous l'avons menée à bien avec le lycée de Tremp, qui a un bac artistique. Nous avons donc commencé à travailler avec des professeurs qui connaissaient déjà très bien les sujets tels que la créativité et autres. Et donc, nous avons travaillé avec ce groupe d'enseignants qui étaient déjà très sensibles à la création et à l'art. Nous avons donc pensé qu'ils pourraient aussi développer une certaine sensibilité par rapport au métier de l'art. C'est un projet qui a commencé l'année dernière et qui a continué pendant cette année. Pourquoi? Eh bien, parce que au début, c'était un projet qui avait été pensé pour l'année dernière, pour une seule année. Mais à cause du coronavirus, tout s'est arrêté tout d'un coup. Et c'est pour cela que nous avons repris le projet cette année et nous l'avons terminé cette année aussi. C'est un projet qui a été fait avec une artiste qui fait des formations dans les lycées, Tati Fici, qui collabore également dans le projet Chisqueta et qui sait parfaitement comment nous travaillons avec les artisanes et qui est directement donc aussi en contact avec nous. Elle a donc fait ce travail, elle est allée dans ce lycée, elle a organisé les formations. Dans ses ateliers, elle expliquait le projet Chisqueta, comment obtenir la laine, les différents matériaux. Les élèves ont pu, les étudiants ont pu donc toucher ces différents matériaux et
ils ont abordé également le produit qu'ils souhaitaient obtenir à partir des matériaux, c'est-à-dire la laine Chisqueta. C'était donc un projet qui réunissait le présent, le passé et le futur. C'est un projet qui surtout s'est déroulé l'année dernière, mais parce qu'en mars, la COVID est arrivée, on a dû donc arrêter nos travaux. Aujourd'hui, nous avons repris le projet, mais le problème est que les élèves de l'année dernière n'étaient plus là. Et c'est pour cela que maintenant, que cette année, nous avons travaillé avec les nouveaux élèves du bac et avec les élèves du secondaire, des dernières années du secondaire. Le travail a été un travail en présentiel et virtuel aussi. Et nous avons donc, pour chaque année scolaire, travaillé sur une ligne différente. Pour le bac artistique, pour les étudiants du bac artistique, ils ont pensé un petit peu plus à une exposition artistique à partir de la laine. C'était donc une exposition centrée sur notre rôle en tant que personne, parce que parfois, en temps de pandémie, nous, les personnes, nous pouvons aussi devenir un petit peu comme une sorte de bétail ou de troupeau. Pourquoi? Eh bien, parce que ces élèves, tous les matins, lorsqu'ils vont au lycée, on les regroupe et on les réunit donc pour leur faire un contrôle de température. Ils se sentaient donc aussi un peu comme un troupeau. C'est pour ça qu'ils ont fait cette exposition en nous disant que les personnes pouvaient être un troupeau aussi. Avec les élèves de secondaire, on a beaucoup travaillé sur la créativité avec l'aide de Myriam Mercier, notre designer, qui nous a conseillé afin de réaliser ce travail. Et en groupe, on a pensé aussi à créer une marque et un produit artisanal qui utiliserait de la laine. Voilà quelques exemples qui ont été présentés, comme par exemple cette jaquette, ce sac à dos, un petit sac aussi pour mettre autour de la ceinture, etc. Et maintenant, j'aimerais terminer sur quelques vidéos. Ici, une vidéo de la professeure Gloria Yompart qui vous parlera de son expérience. Et je vous laisserai aussi une autre vidéo, la vidéo d'une étudiante qui a participé à ce projet de la laine. C'est moi qui dois mettre les vidéos? Non, Anna. C'est moi qui vais faire ça. Je suis Gloria Yompart. Je suis professeure du lycée de Tremp. Et j'aimerais faire une évaluation finale de ce projet de collaboration. Pendant l'année dernière et cette année aussi, nous avons donc appris une nouvelle façon de faire les choses. Nous avons donc revitalisé tout un processus artisanal. Nous avons mis en valeur l'artisanat parce que c'est un secteur qui est souvent peu valorisé. Nous avons aussi découvert quelles sont les possibilités que nous donne la laine du point de vue artistique. Il y a quelques processus créatifs. Nous pouvons faire des choses vraiment différentes. Nous avons cherché d'autres solutions artistiques, comme par exemple un travail un peu plus éthique, ou même découvrir ce qu'il y a dans le monde du design de la mode. Et ce que produit donc la laine Chisqueta, les produits que nous pouvons tirer de la laine Chisqueta. Les résultats sont vraiment très beaux. Les élèves ont très bien participé à ce projet et vraiment, si nous commençons tout à partir d'une situation réelle, cela nous aide. Le fait de pouvoir contacter
avec la personne qui avait fait ce projet, avec la personne qui avait mis sur place cette association aussi. Après, pouvoir aussi interviewer Marina Mercieux, qui nous apportait ses idées afin d'être créatifs. Tout cela a été vraiment très intéressant. Et je pense que les idées présentées ont été vraiment très bonnes. Et je crois vraiment que l'on pourrait produire beaucoup de choses. Malheureusement, la COVID nous a empêchés de produire certaines des installations auxquelles nous avions pensé. Nous sommes désolés, mais la vidéo se coupe constamment. Et donc, ces idées, ces approches créatrices, oui. Ce qui donc empêche donc de développer tout ça comme personne. Moi, le projet Chisqueta m'apporte beaucoup de valeur. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Nous sommes désolés, mais la qualité de la vidéo, du son, le son se coupe constamment. C'est pourquoi c'est vraiment très difficile de pouvoir traduire parce qu'on entend une phrase sur 3. Et le fait aussi de pouvoir adapter les valeurs à donc un processus créatif, nous essayons de transmettre surtout le métier de berger ou bergère parce que moi, je n'aurais jamais pensé que la laine aurait tant de possibilités artistiques. Et nous avons vu toutes les phases de la laine et donc, en somme, le projet a été très intéressant. Nous sommes désolés pour la qualité de l'interprétation, mais les deux vidéos se coupaient constamment. Merci beaucoup. Anna, donc, je suppose que ton intervention est terminée après ces deux vidéos qui étaient vraiment très suggestives et très intéressantes. Merci d'avoir pu écouter la voix en direct de cette professeure et cette étudiante qui, en plus, nous ramène à une des questions qui ont été posées pour Joan Ramon, une question posée sur le mur. Oui, tu es là, Joan Ramon? Oui, tu es là. Alors, dans le domaine de la formation, avez-vous pensé à organiser un cours pour les jeunes de votre ville? Oui, bien sûr. En fait, c'est quelque chose à quoi nous avons pensé plusieurs fois. Je dois dire que lors de notre première rencontre, il y a eu la participation de plusieurs artistes, un public vraiment très intéressant. Et oui, nous essayons toujours de nous mettre en contact avec tous les centres de formation d'adultes et tous les centres de professionnels artistiques. C'est un projet très, très large. Donc, oui, sans doute, c'est des publics qui nous intéressent. Et nous avons aussi, peut-être Pilar, n'est-ce pas? Nous aimerions aussi reprendre une des réflexions ou des questions en français. Pilar? Oui, tout à fait. Il y a une question, je ne sais pas pour quel intervenant c'est, mais peut-être plusieurs de vous pourront répondre ou on pourra en discuter. Quel rôle pour les nouvelles formes de consommation et les circuits courts dans ces réflexions sur les métiers d'art? Je pense que c'est des sujets sur lesquels nous avons pu parler avec Céline, avec Uriel. J'imagine que Joan Ramon est aussi là-dedans et Anna Palau, évidemment. Je ne sais pas qui j'oublie, Xavi Rocas. Si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à cette question.
Rapidement, Pilar, si tu me permets, je laisserai la parole à Juan Ramon ou à Anna ou Xavier. Je pense qu'effectivement, depuis quelques années, nous considérons les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire locaux, à la fois comme des valeurs identitaires importantes pour nos territoires, mais je crois que dans nos actes de consommation, ça a été dit ce matin, on nous propose des productions assez stéréotypées, et justement la valeur ajoutée de l'artisanat d'art, c'est la différenciation, la singularité des productions, la créativité. Alors, on a beaucoup parlé de pandémie, et notamment cet après-midi, c'est revenu dans tous nos discours. On a compris que, quelque part, il y avait cette pandémie peut-être à renforcer nos prises de conscience vis-à-vis de nos modes de consommation et de nos choix de consommation. Et l'artisanat d'art, de façon très prégnante, il y a toute sa place. Et voilà, alors je ne sais pas si ça répond effectivement à la question générale ou la réflexion un peu générale qui a été posée. La valeur ajoutée aussi de l'artisanat d'art, c'est que dans sa valeur identitaire d'une façon générale, elle travaille avant tout des matériaux locaux. Et donc on est complètement dans l'esprit du circuit court et de la valorisation des filières locales. Donc ça, je crois que c'est fondamental de le rappeler, même si ça transparaît au travers de chacune et de nos interventions. Merci Céline. Je ne sais pas si quelqu'un peut aussi en parler, Anna, Juan Ramon, Xavi, Uriel, sur cette question des circuits courts sur les métiers d'art et les nouvelles formes de consommation. ¿Puedo? Claro. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Oui, moi je pense que cette année, il y a eu, avec la pandémie, un changement de tendance. On n'entend pas bien, Madame Palau. Voilà. Oui, cette année, il y a eu un changement de tendance et je pense que les gens ont commencé à consommer des produits locaux. Tout du moins, c'est ce que nous avons vécu ici et aussi dans notre association. Est-ce que vous avez perçu cela dans les ventes? Oui, oui, c'est ça. Ça serait intéressant de savoir si ça va rester, si cette habitude va rester. Parfait. Bien, oui. Oui, moi aussi, j'aimerais ajouter que les artisans nous ont confirmé qu'il y a beaucoup plus d'intérêt par rapport à la production artisanale et surtout, il y a eu un changement de conscience. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que nous n'étions pas suffisamment conscients du monde rural, du monde traditionnel, du local et de tout ce qui est impliqué par l'artisanat. C'est quelque chose que nous réenvisageons maintenant à la lumière de la pandémie, ce qui a sans doute des conséquences pour la consommation, mais aussi cela nous rapproche du monde des artisans et des métiers de l'art. Oui, oui, sans doute. Totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et bien, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes souhaitant prendre la parole. Non? S'il n'y a pas d'autres paroles demandées, je pense que nous pouvons clôturer et conclure cette troisième table, cette troisième session. Merci à tous les intervenants. Merci pour vos témoignages vidéographiques. J'allais dire en présentiel, mais bon, ce n'est pas tout à fait vrai. Merci à tout le monde. Et maintenant, en tout cas, parce que nous avons déjà un peu de retard, oui, pour varier, mais nous voulons malgré tout faire une petite pause, une très petite pause. Au lieu de 10 minutes, nous pourrions peut-être faire 5 minutes de pause pour que les intervenants puissent nous rejoindre pour cette dernière session. Nous nous revoyons donc dans 5 minutes. Merci.